Bonsoir. Les infiltrés aiment vous emmener au-delà des discours convenus et vous plonger dans une réalité sans phare. Ce sera le cas ce soir encore avec un monde clos, peu connu, mais qui a récemment fait irruption à la page faits divers des journaux. Il s'agit de la psychiatrie et plus précisément de l'hôpital psychiatrique. Il y a 1 mois et demi, un homme malade, schizophrène, a poussé un voyageur sous les rames du RER. Il y a 1 an et demi, c'est un étudiant qui était poignardé à mort en pleine rue à Grenoble. Un peu plus tôt encore, à Pau, 2 infirmières ou aides-soignantes avaient été tuées. Les questions sont posées. Les malades mentaux d'aujourd'hui sont-ils plus dangereux qu'hier? Pourquoi l'hôpital n'arrive-t-il plus ou moins bien à les prendre en charge, à les réinsérer? Que se passe-t-il vraiment derrière ces murs? Eh bien, l'une de nos équipes a passé plusieurs semaines dans l'un de ces établissements. Disons-le, il n'y a pas que du négatif. Des locaux en bon état, du personnel souvent patient, parfois affectueux. Et puis, il y a ce qui ne se voit jamais, ce que personne d'étranger à ce monde ne peut soupçonner. Cela, vous allez le découvrir. Vous allez entendre aussi le décalage entre le discours officiel et la réalité. Comme l'année passée avec les maisons de retraite, ce reportage va susciter des réactions pour répondre aux questions qui se posent, pour s'expliquer aussi. Nos invités sont là. D'abord, nous allons tous regarder ce document, Hôpitaux psychiatriques, les abandonnés, une enquête des infiltrés. Établissement saturé, pénurie de moyens, manque de personnel. Avec près de 50 000 personnes actuellement internées, l'hôpital psychiatrique en France semble vivre aujourd'hui des heures de plus en plus sombres. Contention abusive, surcharge médicamenteuse. Pendant plusieurs semaines, nous avons voulu comprendre comment les malades mentaux étaient réellement pris en charge. Comment notre société soignait-elle ces fous. C'est pour m'endormir toute la journée, pour m'empêcher de parler, pour m'empêcher d'être avec tous ce soir. C'est plus facile de préparer les médocs que de prendre du temps. Avec 50 000 lits en moins sur les 20 dernières années, l'hôpital psychiatrique serait devenu un lieu de passage plus qu'un véritable centre de soins. Plongé au cœur d'un établissement public où l'écoute des patients n'a plus vraiment sa place. Qu'est-ce que vous allez faire, vos doigts? Moi, on va arracher la cédille, je donne plus gâteau. Hein. Elle est en train de se mutiler les doigts et on fait rien, quoi, tu vois. Fais comme ça. Bah, je sais que ça te choque, mais Ouais, voilà, quoi. quand t'as pas de personnel, tu peux rien faire. Un défaut de vigilance et des erreurs de diagnostic qui peuvent parfois tourner au cauchemar. Je souffle mort. C'est c'est encore pire que tout. Pronostic vital en jeu, là. Septicème. Dépassée, l'équipe médicale se retrouve confrontée à ses propres erreurs. Là, ça faisait au moins 48 heures probablement qu'elle avait déjà perforé. Pendant 3 semaines, l'un de nos journalistes s'est infiltré comme stagiaire aide-soignant dans un service de psychiatrie, chronique d'un système délirant. En France, le nombre de consultations psychiatriques a doublé en 20 ans, passant de 700 000 à 1 500 000 par an aujourd'hui. 1% de la population serait touchée par une forme de schizophrénie, soit 600 000 personnes. Schizophrènes, psychotiques, dépressifs, toxicomanes, derrière les murs des anciens asiles, on soigne aujourd'hui tous ces malades. La demande de soins psychiatriques n'a jamais été aussi grande. Pourtant, le secteur irait mal. Les hôpitaux ne désemplissent pas, le personnel serait insuffisant. Entre soins et enfermement, qu'en est-il de la prise en charge de ceux qu'on appelle les malades mentaux? Comment vivent-ils leur hospitalisation? Pour appréhender au plus près le quotidien de ces patients, je décide de m'infiltrer dans un service de psychiatrie via un stage d'observation. Je postule dans 15 hôpitaux publics d'Île-de-France et de province. 5 répondent favorablement à ma demande. Mon choix se porte sur un établissement du nord de Paris. Dès mon arrivée, je suis reçu par la direction. Pour ma sécurité, me dit-on, je serai affecté dans le pavillon le plus sûr de l'hôpital. En fait, on est le seul bâtiment où on est sur un étage au niveau de l'hospitalisation. Voilà, donc il y a en permanence 4 personnes. Alors que les 2 autres bâtiments, c'est sur 2 étages. Alors c'est le même nombre de personnel. Hein. D'accord. Donc c'est beaucoup moins sécurisant pour tout le monde. D'accord? Très bien. Je vais vous présenter le bureau du chef.
Premier jour de stage. Dans ce centre hospitalier, 3 services de psychiatrie. Pendant 3 semaines, je serai affecté au secteur C, un service ouvert où les patients peuvent librement entrer et sortir du pavillon durant la journée. Le bruit, les cris permanents dans le service, c'est la première chose qui me marque à mon arrivée. Ici, 27 patients sont hospitalisés. Bonjour. La plupart en chambre individuelle, d'autres en dortoir ou dans l'une des 3 chambres d'isolement. 27 patients, autant de pathologies différentes, regroupées dans un même service. Et pour s'en occuper, seulement 4 personnes, 2 infirmiers, une aide-soignante et une femme de ménage. Là, c'est fait les soins, ils font les soins, les injections, tout ça. C'est Isabelle qui m'encadre pour cette première journée. Aide-soignante, elle travaille en psychiatrie depuis plusieurs dizaines d'années. Visite des lieux. Un dortoir de 2 personnes. D'accord. Premier contact avec les patients. Allez, on se réveille. Allez, il est 10h30. Il faut le réveiller, sans ça, il reste dormir toute la journée. Il y en a beaucoup qui restent dormir beaucoup comme ça. Ils n'ont pas d'activité, c'est normal. Ah oui. Là, c'est... Je viens te chercher pour le petit déjeuner, hein? D'accord? Oui, mais tu attends. Je prépare le plateau. Il est violent. Mounir, un malade considéré comme violent. Il est enfermé à clé. C'est là le salon, c'est là la télé. Ok. Je vais préparer le petit déjeuner. D'accord. Je vais vous aider. J'aiderai les aides-soignantes du service dans leur quotidien. Dites-moi où vous allez vous asseoir, je vais vous l'emmener. Mes fonctions se résument donc à la distribution des repas, aux tâches ménagères et à la toilette des patients. Un poste d'observation privilégié pour être au plus près de l'équipe soignante et des malades. D'accord. Comme tous les matins, Isabelle s'occupe de Mounir. Un patient historique dans ce service, cela fait 25 ans qu'il est ici. Ça y est, t'as fini? Mais tu mets ton slip, tu sors pas dehors comme ça. Ce patient est atteint d'une psychose infantile depuis son adolescence. Un trouble du comportement qui a entraîné chez lui de lourdes déficiences intellectuelles. T'en veux? Je suis sorti quand? Hein? Je suis sorti quand? T'es quoi? J'ai rien compris. Sorti quand? Tu soignes quand? Tu te soignes quand? Ouais. Le médecin il est là, hein? Tu vas le voir cet après-midi? Hein? Cet après-midi? Oui. Je vais lui dire qu'il vient te voir, d'accord? Je sais même pas qui c'est. Encore un peu, encore. Se parfumer, tous les matins, un moment de calme et de plaisir pour Mounir. Ah non, t'as assez, hein? Je vais pas te donner tout quand même. Une quiétude d'apparence selon l'aide-soignante qui ne l'autorise pas à sortir de sa chambre. Tu restes là, sinon je t'attends. Tu restes là. Quoi, je vais à la télé? Je vais à la télé! Je t'ai pas ça. Je vais à la télé! Non. Je vais à la télé! Donne-moi tes pieds. Je vais à la télé! Donne-moi tes pieds. Vas-y, non. Ouais. En 5 minutes, la situation a basculé. Viens voir ta chef. Isabelle demande à ce que l'on attache ce patient. Quoi? Va sous ton lit. Oui, comme ça c'est énervé là. Il veut regarder la télé. Allez. Oui, allez, va t'accoucher. Allez. Va sur ton lit. Sans aucune résistance, presque machinalement, Mounir s'exécute et s'allonge sur son lit. Le passage, c'est un peu difficile. Et en ce moment, il n'est pas bien. Il faut dire ça parce que... T'entends la vie, je vais te donner. Hein? T'entends la vie, je vais te donner. Ouais, t'es pas gentil. Un livre. Ah. Il a un livre dans la salle. Un livre. Ah, tu veux un livre? Il y en a un dans la salle. Oui, attends, Il y en a un dans la salle de j'ai bain. pas compris ce qu'il disait. Allez, tiens. Et puis arrête de faire les vessies. Tiens. T'as encore besoin de moi?
c'est bon. C'était juste pour l'attacher. J'ai pas de force en ce moment. C'est pourquoi je t'ai appris. D'accord. Je peux l'attacher tout seul, hein, ouais. Mais je suis fatiguée en ce moment. Casser la peau. Pour avoir demandé à regarder la télévision, Mounir restera attaché par les pieds pendant près de 3 heures, pour éviter qu'il ne soit violent, me dit l'aide-soignante. Mounir aurait déjà frappé des membres du personnel. C'est lui qui a fait ça sur la porte? Oui. Le calme revenu, je cherche à comprendre ce qui a justifié cette décision radicale. Les médecins ont bien ordonné que Mounir soit entravé, mais seulement en cas d'agitation, ce qui n'était pas le cas ce matin. Il n'était pas bien, il commence à halluciner, il était agressif avec moi. Mais je ne peux pas le mettre à la télé. Avant, il restait à la télé bien. Si dans 5 minutes, je tourne mon dos, il va dans les chambres, il vole. Et les autres ne sont pas contents. Alors, parce qu'on était nombreux, on l'aurait laissé et il y aurait quelqu'un qui l'aurait surveillé, qui l'aurait emmené vers faire un tour. Mais vous n'êtes pas assez nombreux, alors il faut l'attacher. Ouais. Quand il frappe, on l'attache. Voilà, c'est le patient qui fait les conséquences, quoi. Des conséquences lourdes, alors même que la loi sur les mesures de contention est claire. Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée, les restrictions de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En pratique, la réalité semble un peu différente. Pour Céline, l'infirmière, il n'est pas toujours facile d'attendre une prescription médicale pour pouvoir entraver un patient. Ouais, je pense que la vie, ça me franchement, des fois, ici c'est spécial, tu sais, des fois t'as ton temps de te faire éclater. Ouais, non, bien sûr. C'est le temps que le médecin il arrive, des fois. Donc, après tu lui dis et puis il va prescrire, tu vois. D'accord. Tout soin est sur prescription médicale. Aujourd'hui, Mounir passera le plus clair de la journée enfermé dans sa chambre. Le bruit de sa porte qu'il frappe inlassablement résonne dans tout le service. Dans les couloirs, j'entends régulièrement les appels de différents patients. La patiente que l'on entend crier, c'est Carole. Elle est en chambre d'isolement, une chambre totalement fermée. Cela fait 15 jours que cette patiente est isolée pour raison médicale. Elle est psychotique, une maladie qui se caractérise chez elle par des phases délirantes. Il est 13 h, une infirmière lui apporte son repas. Bon appétit. Mais ça sert à rien de crier, hein, vous savez. Mais c'est pas une histoire de cri ou de négatif. Vous criez, c'est pas parce que vous avez crié. Honnête soit. C'est une histoire que vous m'endormez avec des cachets. C'est pour que vous alliez mieux. Non, pas du tout. C'est pour m'endormir toute la journée, pour m'empêcher de parler, pour m'empêcher d'être avec qui que ce soit. La patiente semble ne plus supporter son enfermement. Un isolement qui ne serait d'ailleurs plus justifié selon les infirmiers autour de moi. Quelques jours plus tard, j'assiste à une réunion où tout le monde s'interroge toujours sur les raisons de l'enfermement de Carole. La faute, selon eux, aux médecins qui n'iraient pas voir assez souvent cette patiente. Normalement, les médecins, des fois, ils ont vraiment des illusions. Hein. C'est pas normal qu'elle soit encore en isolement au bout de, je sais pas, 10 jours. Là. Ça fait beaucoup, hein. Là, on devient anti. Et en fait, c'est plus la, ça fait beaucoup, bonne hein. raison. Toute l'équipe est d'accord, Carole doit sortir. Le médecin-chef de service est prévenu. Sa porte sera finalement ouverte quelques heures plus tard. T'es en chambre ouverte? Voilà. 2 semaines d'enfermement apparemment injustifié. De quoi donner raison à Isabelle, l'aide-soignante. Ce seraient toujours les patients qui payent les conséquences. Ici, seuls les 4 repas et les prises de médicaments rythment la journée des patients. Anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs, à chaque mal son remède. Et pour chaque malade, une prescription et un dosage différents. Au 4e jour de mon stage, je m'étonne en constatant que c'est un élève infirmier qui assure seul la distribution des traitements. Tu as le droit de distribuer les traitements? Ouais. Oui et non. C'est vraiment pas de traitement. Il y a des malades en fait. C'est vrai? Et dès que la cadre, elle n'est pas là, c'est tout souvent toi qui distribue les traitements? Ouais? Tu les connais, c'est bon. Ouais. L'infirmière en chef est formelle.
Seuls les infirmiers sont habilités à distribuer les traitements. Et quand Nicolas est appelé en renfort pour assister une infirmière, le chariot de médicaments reste sans surveillance à portée des patients. Chronique des petites négligences du quotidien, où parfois on retrouve à même le sol des médicaments. C'est pas un problème ça? Comment? Non, c'est ça. Ouais, c'est un médicament. C'est pas normal que ça traîne là. Bougez. Tiens, man, je sais pas si c'est un comprimé ça. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a laissé certainement tomber. Ok, je le mets à la poubelle? Oui, tu peux le mettre à la poubelle. Très bien. Une négligence potentiellement dévastatrice. Ici, un médicament non prescrit peut avoir des conséquences dangereuses sur les malades. Après 5 jours de stage, les patients me considèrent comme faisant partie de l'équipe soignante et m'interpellent de plus en plus. Bonjour. Elle va la boutique, elle m'a coupé les cheveux. C'est ton nom, hein? Ton nom. Charlotte a 40 ans. Elle est atteinte d'une psychose infantile depuis sa plus jeune enfance. Elle va être belle, hein? Elle va être belle, hein? Pour demain? À la boutique. Hein? 20 fois, 30 fois par jour, je ne compte plus les moments où cette patiente vient me trouver pour me demander d'aller chez le coiffeur. Ce qu'elle appelle la boutique. La boutique. Quand ce n'est pas moi, c'est l'équipe soignante qui doit gérer les sollicitations incessantes de Charlotte. Oui, demain. Elle va à la boutique. Elle va demain? On verra demain, oui. On verra demain? Oui. Pousse-toi. Tu vois, tu fais des conneries parce que t'es fatigante aujourd'hui. Ouais, C'est bien? Oui, t'es fatigante. exceptionnel là. Allez, Tout de suite. mets tes affaires. Comme à chaque fois, Charlotte finit toujours enfermée. Quand les soignants n'en peuvent plus d'écouter, c'est à la porte de sa chambre que Charlotte s'adresse. Ouais, mais faut que moi je les sors et je travaille. Des journées entières, seule, sans aucune activité. Pour unique contact, une infirmière qui lui donne ses médicaments, sans un mot. Charlotte, elle, demande encore et toujours de se faire couper les cheveux. On l'a appelé le coiffeur pour ou pas? Moi j'avais essayé d'appeler la semaine dernière, comme hier j'étais pas là. Ouais, non, je te pose. Je vais voir, je vais passer là. Pas de coiffeur pour Charlotte. Personne d'ici la fin de mon stage ne l'accompagnera à la boutique. Ici, l'enfermement et l'ennui semblent faire partie du quotidien. Et quand une certaine agitation s'empare du service, c'est presque toujours la même réponse, à coup de médicaments et de mise à l'isolement. Cela fait 3 jours que Charlotte est enfermée. Le personnel ne prend plus la peine de l'habiller. Trop énervée, elle déchire systématiquement ses vêtements. Ces journées, elle les passe totalement nues. Une pièce de carton est collée au hublot de sa porte pour éviter que d'autres patients ne la regardent. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait bêtise? Non, pas moi. Vous êtes arraché les ongles? Non, Qu'est-ce que vous avez fait à vos doigts? moi. C'est pas moi. Faut pas arracher, si tu arraches, je donne plus gâteau. Hein. Oui, non. D'accord? Oui, non. D'accord, allez. C'est pas moi. Ces draps, ils sont pleins de sang. Non, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous avez fait? La boutique. Vous voulez aller à la boutique? Oui. Allez, bon appétit. Oui, c'est là. Tu manges, t'as fini, tu ramènes ta C'est tonne. Rendez-vous. Oui, mais mangez. Rendez-vous. Débrouillez. Elle fait tout le temps ça? Là encore, elle s'ennuie. Quand elle s'ennuie? Stressée, angoissée. Charlotte restera plusieurs heures dans ses draps tachés de sang, les phalanges ensanglantées, les ongles des orteils arrachés. Personne ne lui prodigue le moindre soin. Je décide d'en parler à l'équipe soignante. Pour eux, les crises d'automutilation de Charlotte sont devenues une habitude. Là, elle est pas bien du tout. Là, ça fait 2 semaines qu'elle a acheté. Là,
apparemment, j'ai pas été vraiment sachant, mais c'est voilà. C'est la lune. Ouais, non, mais ça me choque, quoi. Elle est en train de se mutiler les doigts et on fait rien, quoi, tu vois. C'est comme ça. C'est pas facile. Nous, on a bien mal au cœur. Mais c'est pas la première fois, nous. Hein. On sait depuis longtemps. Non, mais là, quand même, Je sais que ça choque, mais. Ouais, voilà, quoi. Quand t'as pas de personnel, tu peux rien faire. Le coup dans l'oxygène, c'est comme ça. Ça fait longtemps. Ça passe et ça. Manque de personnel, inactivité, isolement abusif. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cet hôpital, nous avons également contacté officiellement la direction. Un de nos journalistes a été autorisé à rencontrer le chef du service en question. Rendez-vous est pris à l'hôpital pour une visite guidée des lieux. Mais quand la caméra n'est pas cachée, les réponses sont bien différentes. Et vous avez, vous, les moyens nécessaires, hein, est-ce que vous avez envie de faire ici? Oh, c'est sûr qu'on aurait plus d'infirmiers, ça serait mieux, c'est certain. Mais bon, on s'en sort quand même. On s'en sort. Mais c'est vrai que ça prend du temps, voilà, on compte pas les heures. Première étape, le chef de service nous conduit dans les chambres d'isolement. Donc une chambre d'isolement, hein, vous voyez. On peut rester jusqu'à combien de temps? Ça peut durer 15 jours ou... Alors, ça peut durer une semaine, parfois 10 jours, hein, voilà. Bon, alors les contentions, on les garde pas, voilà, c'est l'histoire de 24-48 heures. Hein. Ben, parfois, on est obligé de maintenir les gens. Hein. Là, c'est un geste grave. Hein, et là, vraiment, c'est une discussion, une prise de décision médicale. Et en effet, ces patients font l'objet d'une énorme surveillance où ils sont vus très, très régulièrement et tous les jours se pose la question du maintien ou non de la contention. Voilà. Tu déconnes, je suis en face de toi, pourquoi tu frappes? Pourtant, depuis le début de mon stage, j'ai pu constater à plusieurs reprises que l'entrave de certains patients n'était pas toujours justifiée. Tu veux une couverture? Et on en a pas. Pourquoi il l'attache? Ouais, même pas, mais ils sont montés, c'est tout. Pourquoi vous l'avez attaché là? Parce qu'il faut que tu puisses arrêter de frapper. C'est juste pour le maintenir, pour qu'il puisse comprendre que ça va frapper. Retour avec notre équipe officielle qui est maintenant conduite dans le bureau des infirmiers. Toujours équipé de ma caméra cachée, j'assiste au tournage. Le personnel est interrogé sur la mise en place d'activités pour les patients. Encore une fois, les réponses vont à l'encontre de ce que j'ai constaté. Il y a des activités qui sont mises en place. Ouais. Là, admettons, Mélanie va faire... Une activité cinéma. Voilà. Qui est mise en place prochainement. Il y a une activité fitness qui est donc déjà... On va acheter un écran de plasma. Voilà. Il y aura une activité plein air. Il y a une activité fitness qui est faite... Plein air, d'aller dans les parcs. Qui a déjà commencé il y a 15 jours. Après, une activité... plein air. Donc, aller dans les parcs. Donc tout ça, ça fait partie de ces activités qui sont... Les soins infirmiers. C'est combien d'heures par jour, par personne? On sait à peu c'est près, pas par jour, c'est une fois... Après, ça dépend des activités. Des activités comme thérapie. En 21 jours de stage, une activité fitness a bien été mise en place. Mais une seule fois, et pour 5 patients. Sortie en plein air, atelier cinéma ou autre activité, je n'ai jamais rien vu de tel. La plupart des malades partagent leur temps entre promenade et coloriage. Retour en caméra cachée. La réalité reprend sa place dans le service. La tristesse, l'inquiétude, les doutes des patients résonnent dans les couloirs. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. On va vous dire, on n'est pas de travaux à faire. Ce qu'on fait, on attend là de sortir et puis prendre la vie sociale. Les jours sont longs et tout, quand on voit. Et puis la vie ne se passe pas dans un établissement, c'est à l'extérieur. À longueur de temps, des patients se plaignent de ne rien faire, de vivre une sorte de journée sans fin. Merci. On va vous accompagner, on va sortir un dos pour voir. Pour que vous allez me d'accord? Nicolas, l'élève infirmier qui distribuait les médicaments, est chargé de conduire une patiente en radiologie. Je l'accompagne.
Lui aussi a été déçu par la thérapie proposée aux malades. On y va directement? D'accord, merci. Dans le premier stage que je suis arrivé en psychiatrie, je ne connaissais pas du tout. J'attendais justement à ce qu'il y ait des trucs. T'as perçu vite qu'il n'y a pas grand-chose. Mais tout le monde parle, les patients le disent. Les patients disent qu'ils se font chier? Ouais. Souvent? Quand tu parles un peu avec eux, c'est plus facile de préparer une méthode que prendre du temps. Prendre du temps pour leur faire des activités? Mais bon, je pense que c'est pas l'envie qui manque. Après, voilà, si tu veux faire un truc, il faut des moyens derrière, tu vois. Voilà. C'est terminé, madame. Merci, au revoir. Merci. Allez, je vous en prie, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Retour dans mon service, il est 15 h. Fait rare, Mounir n'est pas dans sa chambre. Elle n'est pas là, la surveillante. Il est venu chercher ses 2 € au bureau de la responsable de l'administration. C'est elle qui gère l'argent des patients sous curatelle. Allez, viens te laver. 2 € auxquels il a droit chaque jour. Mais la responsable n'est pas dans son bureau. Mounir a demandé à se rendre à la cafétéria, l'un des seuls plaisirs qu'il lui reste. Quelques minutes pour s'évader des murs de sa chambre. Se laver pour aller à la cafétéria. Allez à la douche. Un contrat que n'accepte pas Mounir. L'air amorphe, il semble ne rien entendre et tente de sortir du service. William! William! Oui. On y va. Allez. Quelques secondes plus tard, sans ménagement, il est conduit sous la douche. Aujourd'hui encore, il n'ira pas à la cafétéria. Comme chaque jour depuis le début de mon stage, personne ne prendra le temps de l'accompagner. Est-il trop dangereux? Le personnel est-il débordé ou pas assez motivé? Je me rends chez Danielle, l'assistante sociale du service. Elle connaît Mounir depuis de nombreuses années. Tout simplement savoir, ouais. Merci. Elle semble avoir perdu toutes ses illusions concernant la prise en charge des patients. Donc moi j'entends l'équipe de soins qui me dit il faut qu'on parte. Oui. Et alors? Vous faites quoi pour préparer? Pas rien. Quand il vient 10 fois voir un soignant pour lui demander ses 2 € pour aller à la cafette, 10 fois, 20 fois par jour, et que le soignant il envoie bouler gentiment, mais qu'il l'envoie bouler, ça génère pas un peu d'agressivité de la part de la cafette? Elle est à 20 mètres. Elle est à 20 mètres la cafette. On ne peut pas tous les jours 10 minutes prendre la cafette. En psychiatrie, la guérison paraît difficile. Preuve en est, sur les 27 patients, 24 ont déjà fait un ou plusieurs séjours entre les murs du service. L'hôpital psychiatrique en France semble ne pouvoir répondre qu'à l'urgence, faire des diagnostics et en traiter les symptômes par des médicaments. Pendant toute la durée de mon stage, j'ai vu peu de familles rendre visite à leur père, leur enfant ou leur mère. La folie semble couper tout lien avec l'entourage. Est-ce que vous avez eu de la visite, dernièrement? Non, j'ai pas de visite. Jamais? Non. Ma famille m'ignore. Votre famille vous ignore? Pas de fréquentation auprès de voisins, voisines, au dehors, j'ai personne. Pas de fréquentation, personne, pas de visite. Rien du tout. Zéro. C'est pas trop dur? Un peu. Les visites, ça m'en montrait le moral. Ça fait 13 mois que je suis là-dedans. Et vous n'avez pas eu de visite en 13 mois? Non, rien du tout. Je vous dis, personne ne fréquente au dehors. C'est ma 3e et dernière semaine de stage. En arrivant devant l'entrée du service, je croise Véronique, hospitalisée il y a 1 mois. Je ne vais pas au water depuis 5 jours. Je me barre, là, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le médecin? Depuis plusieurs jours, elle se plaint de fortes douleurs au ventre. Au cours de la discussion, je remarque qu'elle dégage une forte odeur d'urine. À l'heure de la pause, je demande à l'équipe soignante s'ils ont remarqué l'état d'hygiène de cette patiente. Ouais, mais des fringues sales, là. Bah ouais, ça a pu l'après-midi. Tu vois pas, à chaque fois qu'on a lui faire un truc, je suis obligée de nettoyer le fauteuil. J'ai pas fait attention.
Ça fait longtemps qu'elle a pas de linge, madame? Depuis qu'elle a fait, on lui a fait une machine un moment, mais ça fait 15 jours. Cela fait plusieurs jours que cette femme porte des affaires sales. Les aides-soignantes n'ont pas le temps de s'occuper du linge de tous les patients. Véronique croise son médecin et en profite pour demander une permission. J'aurais une demi-permission pour demain après-midi, s'il vous plaît, pour aller chercher du linge propre parce qu'on est lessive. C'est possible? La lessive, cette journée ici, ça va être très bien parti. Vous avez la lessive, donc ça c'est comme une bonne raison. Oui. Hein, donc deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit peu le point ensemble. J'ai pas eu vraiment d'entretien suffisamment avec vous sur un certain nombre de choses, donc il va falloir qu'on réfléchisse. Donc là c'est encore un petit peu tôt. Donc on en reparlera la semaine prochaine, mais pas cette semaine. Vous n'êtes pas d'accord alors pour la permission? Cette semaine, non. Pour cette semaine, non. Permission refusée. Quant à son linge, Véronique devra toujours porter les mêmes affaires, contrairement à ce que lui affirme le médecin. Et là, madame, vous allez réussir à lui laver ses vêtements? Oui. Elle va se débrouiller. Ah bon? Elle peut pas sortir, je crois. Après avoir porté des affaires sales plusieurs jours, Véronique finira par fuguer de l'établissement pour ramener du linge de chez elle. Suite de notre tournage officiel dans un service toujours aussi impeccable. Premier arrêt devant la chambre de Mounir, le patient que j'ai vu plusieurs fois se faire attacher. Ah oui, on continue toujours. Puis c'est un patient qu'on peut inclure dans une activité par contre. Mais il faut le recadrer en permanence. Et là, actuellement, il est plutôt agité en ce moment. Bonjour. Voilà. Prends ton traitement. Alors, Carole, la jeune femme qui avait passé 15 jours en isolement. Elle est à nouveau enfermée. Comment allez-vous? Je lui ai raconté des draps. Ça va à peu près? C'est pour ça, exactement. Vous avez bien dormi cette nuit? J'observe la scène. En présence du journaliste, l'équipe soignante fait preuve d'une attention toute particulière aujourd'hui. Une semaine avant, en caméra cachée, cette patiente était traitée dans l'indifférence la plus totale, sans une attention, sans même un regard. Ça va pas? Oui, vous attendrez l'équipe d'après-midi. On va vous laisser fumer tranquillement. Donc là, on discute toujours un petit peu avec la patiente pour juger de son état. Retour dans le bureau infirmier, où selon le personnel, le suivi médical de chacun des patients est là encore irréprochable. On est organisé. Oui, et puis... on laisse pas traîner les choses. Il y a une bonne collaboration avec les médecins. Ils sont très présents. Voilà. Et en plus, ils sont là très très tard, les médecins, jusqu'à 18h30 parfois. Donc, Puis il y a une contre-visite. Des médecins très présents, attentifs au mal-être des patients. Toujours équipé de ma caméra cachée, je suis autorisé à suivre les consultations pour observer au plus près le travail de l'un des 4 psychiatres de l'unité. Ce médecin verrait chacun de ses patients 2 à 3 fois par semaine. Ce matin, il reçoit une patiente sujette à d'importantes crises d'angoisse. Est-ce que vous avez le sentiment que les angoisses là sont de moins en moins fortes, de moins en moins... Un petit peu moins fortes. Et la tension alors? Bah la tension elle est un petit peu élevée. Bah oui. Oui, bah oui. C'est pour ça que je voulais savoir, parce qu'il ne fallait pas augmenter un petit peu le traitement, parce que toujours des angoisses qui persistent. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que vous ayez un traitement trop fort. En 4 minutes, le médecin posera 4 questions, puis un long silence, durant lequel il consulte le dossier médical de sa patiente. Bon, bah écoutez, on fait comme ça? Oui. Hein? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bah écoutez, je vous dis bonne journée. Oui, merci. Allez.
sent un petit peu mieux quand même. L'équipe officielle de tournage partie, les médecins ne paraissent pas si disponibles. Je voulais te voir par rapport. Plus que quelques jours avant la fin de mon stage. Ce matin, à mon arrivée, Véronique, la patiente qui avait fugué de l'hôpital pour chercher du linge, vient me trouver. J'étais malade, Ah bon? Voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une diarrhée de vomissement. Tu sais, j'ai la gastro. Véronique se plaint toujours d'importants maux de ventre. Une épidémie de diarrhée touchant le service, les médecins ne portent pas d'attention particulière aux douleurs de cette patiente. À l'heure du goûter, je prends de ses nouvelles. Comment ça va, madame? On m'a donné du nectar. Ça vous a fait du bien? Donc ça Ah, d'accord. L'état de Véronique se dégrade considérablement au cours de l'après-midi. Elle est prise de sueur et de vomissements de plus en plus fréquents. Je vais chercher quelqu'un tout de suite. Je vais chercher quelqu'un tout de suite. Je me rends au bureau infirmier pour prévenir l'équipe soignante. Bonjour. Il nous a coursé, s'est jeté sur nous. Je te jure. Il y a ma qui arrête pas de vomir dans Oui, sa chambre. je sais pas ce que... Il est 19h, Stéphanie prévient le médecin-chef du service. Il y a ma de douleur, enfin de gastralgie et de vomissement. Et elle dit qu'elle est constipée depuis le jour de la nuit. Il y a du Bogalène. Ouais, c'est du Bogalène, oui. Il reste pas. Le médecin ne prend pas la peine d'examiner la patiente. À la hâte, il lui prescrit un simple antivomitif. Dans la même pièce, Véronique souffre et continue de vomir. 2 heures plus tard, il n'y a plus de médecin dans le service. La douleur est trop forte, impossible de dormir pour cette patiente. Elle est venue au bureau infirmier pour demander à nouveau un calmant. Je vais faire une petite injection pour faire passer la nausée. Mais en dehors de ça, le médecin ne nous a rien prescrit. Donc moi, ça me gêne de vous donner quelque chose qui n'est pas prescrit. De l'iprane. Non, il ne l'a pas prescrit, donc ça me gêne beaucoup. Ça fait mal tout là, c'est bien. Je peux me mettre dans n'importe quelle position, j'ai mal. Je souffle le mortier. Ah oui, non, mais je sais pas, mais je pense que tu as fait une musculation et que tu n'arrêtes pas de te dire. Il est 21h, Véronique va de plus en plus mal. Ouais, ciao. Ma journée se termine, l'équipe de nuit prend la relève. Le lendemain matin, j'assiste à la réunion de l'équipe soignante. J'apprends ce qui est arrivé à cette patiente. J'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Madame, ne risquez pas de voir ma aussitôt. Elle a fait une péritonite. Putain. Ouais, sur perforation colique. Oh la vache. Oh là. Dis donc, elle a fait la totale. Elle part en blanc. Véronique a fait une péritonite, une urgence dont l'issue peut être fatale. Après la réunion, c'est un constat d'échec pour l'équipe soignante. Le médecin de Véronique reconnaît devant moi son erreur. Et en fait, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est que quand elle ça faisait au moins 48 heures probablement qu'elle avait déjà perforé. Oh la vache. On est passé à côté, Et oui, mais il n'y a pas de signe vraiment. Et puis on s'est fait piéger aussi sur cette diarrhée. On a plein de diarrhées dans le service en ce moment, sur des gastro, des tours de gastro. Donc on n'a pas été assez vigilants. Mais bon, ça me renvoie un truc qu'il faut qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment entre nous. Bon, je vais faire plus vigilant au niveau ça c'est... Les plaintes de Véronique ont été négligées. La discussion s'arrête là. Patient suivant. Cet après-midi, le personnel soignant est sous le choc de la nouvelle. Isabelle, qui travaille en psychiatrie depuis plusieurs dizaines d'années, me confie que les conditions d'hospitalisation ne sont plus ce qu'elles étaient. On voit tout ça, tous les trucs qui se passent en ce moment-là. Toi, quand tu travaillais il y a une vingtaine d'années, il y avait plus de moyens en psychiatrie? Les patients avaient beaucoup d'activités avec la surveillance qu'on avait, ils faisaient beaucoup d'activités pour les patients. Ça les stimulait davantage. Maintenant, c'est devenu commercial, tu vois, entrée-sortie. On ne prend même pas la peine de soigner le patient correctement. Parce que tous les patients reviennent. Bon. Traiter rapidement les troubles, libérer des places, accueillir de nouveaux patients. Une logique économique qui va à l'encontre du soin des malades. Stéphanie, elle, n'est infirmière que depuis quelques années. Parler, écouter, essayer de comprendre les problèmes des malades pour améliorer leur état, tout cela est essentiel pour elle. Mais déjà, la foi n'est plus là.
Moi, je suis pas contente de moi. J'ai un sentiment quand je prends ma voiture pour rentrer chez moi d'insatisfaction, tu vois, d'à moitié fait. Maintenant, je commence de plus en plus à me dire que je vais peut-être quitter le service dans un an ou plus tard. Mon stage se termine dans 2 jours. J'ai demandé à plusieurs reprises à la direction de venir travailler la nuit, ce qui m'a à chaque fois été refusé. À cause du manque de personnel, ma sécurité ne serait pas assurée. Déjà débordé en journée, dans quelles conditions les soignants gèrent-ils le service de nuit? Pour le comprendre, je décide malgré tout de m'y rendre. Ma journée s'est terminée à 21 h, je reviens dans le service 3 heures plus tard. Il est minuit. Merci, ça va. Hein? Ils dorment pas encore? Non? Ils sont tous réveillés. Mais vous êtes que toutes les deux là ce soir? On n'a pas aide-soignant. On n'a pas beaucoup d'hommes. Tu peux pas avoir une pire équipe que ça, je crois. Mais bon, on gère en même temps. 2 soignantes pour 27 malades. Faire face à des urgences où l'agitation devient une mission périlleuse. Ouais, la nuit, c'est 2. Ah, mais je pensais pas que vous étiez une... Non, c'est très calme. C'est vrai que c'est long même. Mais quand c'est la mer, ça peut déraper. Hein. Ici, combien de fois on te menace avec un tournevis ou une lame de rasoir, ça peut déraper. Hein. Combien de fois, moi, je me suis pris des chaises. Une chaise carrément. La dangerosité du service pour les soignants et les malades est évidente. Et au fil de la discussion, je vais apprendre une chose qui m'avait été cachée jusque-là. Un meurtre aurait eu lieu dans l'hôpital. Tu sais, encore, on ne dit pas tout le temps aux élèves, bon là ça va, t'as fini ton stage. Ouais. Mais il m'a dit. c'est très dangereux. Et là, le mec qui s'est fait tuer, c'était il y a pas longtemps? La fille. Et le meurtrier, on le connaît très bien, puisqu'on le voyait la veille. Enfin, il allait pas bien, le patient. Il allait pas bien? Il avait déjà vu qu'il allait pas bien? Nous, on a vu qu'il allait pas bien, ce patient. On lui a même conseillé d'aller voir son médecin. Mais bon, apparemment, il n'a pas dû être écouté. Et il a tué la patiente. Le drame s'est déroulé dans l'unité de psychiatrie B, voisine du service où j'effectue mon enquête. Cette nuit-là, Kader, hospitalisé depuis 3 semaines, étrangle Emmanuelle, une patiente d'une 60aine d'années. Connu de l'hôpital pour ses accès de violence, ce patient faisait-il l'objet d'une surveillance particulière? Ce drame aurait-il pu être évité? Pour le savoir, nous avons à nouveau demandé officiellement une interview à la direction de l'hôpital. Pour eux, rien n'aurait laissé présager un tel geste. Comment est-ce que, compte tenu de son passé, vous pouviez savoir qu'il pouvait avoir ce genre d'excès? Pas du tout, parce que les relations étaient... c'était dans les jours qui précédaient un jeune homme souriant, qui avait retrouvé de la clarté dans les esprits, en fonction de sa pathologie, qui avait accepté un traitement continu, et qui avait des relations, je dirais... il aidait le personnel, notamment, soignant, par exemple, dans les activités quotidiennes ou les tâches ménagères. Si nous avions pensé, pendant ces 3 semaines, qu'il y avait un danger, est-ce que vous croyez vraiment que nous aurions laissé exposer le personnel soignant ou... Bien sûr. La nuit du meurtre, Kader n'était pas enfermé dans sa chambre. Jusque-là, les violences du patient s'étaient limitées au cercle familial. Pour le chef de service, aucune disposition particulière n'était à prendre. La société doit accepter, hélas, de courir ce genre de risque. Sinon, qu'est-ce que vous faites des patients? Vous allez les enfermer H24? Vous allez les mettre en contention H24? Non. Non, c'est pas comme ça qu'on traite les malades mentaux. Ben voilà. Je pense qu'une société, vous savez, elle est jugée à sa façon dont elle traite la maladie mentale. Difficile toutefois de comprendre pourquoi Kader n'a pas été placé en UMD, les unités pour malades difficiles, là où la surveillance des patients est justement accrue. Quelques minutes plus tard, alors que la caméra tourne encore, notre journaliste poursuit sa discussion avec le chef de service.
Nous n'avons pas demandé d'UMD, l'expert n'a pas demandé d'UMD. Là, bon, les violences étaient intrafamiliales chez ce patient. Mais vous avez deux réalités, de toute façon. Même si vous voulez augmenter la surveillance, quel que soit l'endroit, vous ne trouverez pas d'infirmière. Et même si vous voulez envoyer UMD, il faudra que vous attendiez 5 mois. Une fois que vous avez le patient qui vous arrive là, eh bien, vous faites pour le mieux. Hein. Vous étiez obligé de le reprendre de toute façon à ce moment-là. Oui, c'est sans consentement, c'est le préfet qui vous l'impose, vous n'avez pas le choix. Mais 2 ans après le meurtre, la mère de Kader, elle, ne décolère toujours pas. Malika l'affirme, elle aurait prévenu à plusieurs reprises l'hôpital des risques encourus si son fils ne faisait pas l'objet d'une surveillance toute particulière. Quand j'ai su qu'il était hospitalisé dans un milieu ouvert, là, j'étais pas bien. Moi, quand j'ai demandé l'internement, dans ma tête, c'était clair. Je demandais... pour moi, c'était un centre médical fermé. Je me souviens même une fois, je suis arrivée parce qu'on m'avait appelé pour ramener des choses pour mon fils. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé bizarre que les portes étaient ouvertes. Hein, donc je rentre. J'ai été voir le cadre du service et je lui ai posé la question, est-ce que c'était normal que les portes étaient ouvertes? Elle me dit oui, c'est normal. Si c'est pas ce que vous voulez, il faut en référer au préfet. C'est mot pour mot ce qu'on vous a dit. Ouais. C'est à quoi vous lui avez répondu? Mais je lui ai dit, est-ce que vous êtes au courant quand même pourquoi mon fils est là? Je ne comprends pas qu'il, justement, avec sachant tout ça, qu'on ne l'a pas mieux encadré, mieux surveillé. Je me dis, si on m'avait écouté, peut-être que ce drame aurait été évité. C'est ça qui fait mal et qui me donne la rage. Une version contredite par l'hôpital. L'enquête judiciaire menée par la brigade criminelle accrédite pourtant les propos de la mère du meurtrier. Selon l'investigation, le malade lui-même aurait alerté le personnel soignant. À la suite du meurtre, selon nos informations, la famille de la victime n'aurait pas porté plainte. Kader, lui, a été reconnu irresponsable pénalement de ses actes. Il est aujourd'hui hospitalisé dans une unité pour malades difficiles, en UMD cette fois. Mais 3 semaines d'infiltration s'achèvent. Aujourd'hui, cela fait 4 jours que Véronique est en réanimation après une péritonite. Comme chaque matin, je demande de ses nouvelles. Les nouvelles de madame? C'est encore pire que tout. Pronostic vital en jeu, là. C'est septicémie. Pronostic vital en jeu? Ils sont réservés. Elle est intubée, ventilée, septicémie. Véronique est entre la vie et la mort. 2 semaines après la fin de mon infiltration, elle était toujours en réanimation. La vie du service continue, chaque jour, identique. Des heures passées devant la télévision, des paquets entiers de cigarettes fumées, presque machinalement. Des heures à dormir et à ne se réveiller que pour manger ou prendre des médicaments. L'hôpital psychiatrique va mal, très mal. Mounir passe toujours ses journées enfermé dans sa chambre. Aujourd'hui, à l'heure du repas, il n'a même pas accès à la salle à manger. Mange pas là-bas ce soir? Il a volé des barquettes. Les raisons de son isolement paraissent de plus en plus dérisoires. Charlotte, elle, continue de n'avoir pour seul contact qu'une infirmière qui lui donne ses médicaments. Débordée et exaspérée, l'équipe soignante ne prend plus un instant pour écouter cette patiente. Tranquillement. Tiens. Durant les 3 semaines de mon stage, Carole, elle, n'aura passé que 4 jours hors de sa chambre. Allez, on rentre. Ne plus revenir à l'hôpital psychiatrique, un objectif louable. Mais par quels moyens? Et surtout à quel prix? Ces moyens, les hôpitaux ne semblent pas les avoir. Le mélange médicaments et productivité est explosif. À peine stabilisés, les patients sortent, puis cessent pour la plupart de prendre leur traitement. C'est la rechute, le retour à l'hôpital. Et là, la machine se remet en route avec de nouveaux traitements, encore plus radicaux.
Voilà, pour cette enquête de Pierre Morel. Première chose, je vais d'abord vous donner des nouvelles de Véronique. Elle est hors de danger, elle se porte mieux, elle n'est pas tirée d'affaire pour autant d'un point de vue psychiatrique. Fait exceptionnel ce soir, nous accueillons sur ce plateau le directeur de l'établissement dont il a été question dans cette enquête, Jean-Michel Toulouse. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une décision courageuse, même si, vous l'avez compris, l'objectif n'était pas d'accabler un établissement, mais bien de s'interroger sur un système. D'abord, peut-être un commentaire général sur cette enquête. Oui, je vous remercie. J'ai en effet décidé d'être présent à cette émission, sachant fort bien que certaines difficultés qu'avait connues un de mes services de psychiatrie seraient évoquées. D'abord, si vous me le permettez, je voudrais avoir une pensée pour Annie, la victime, effectivement, dont il est question dans ce film, et qui était donc hospitalisée dans le service de psychiatrie B. Cet événement... La victime du meurtre. Hein. La victime du meurtre. Cet événement a naturellement choqué toute l'équipe et la direction de l'établissement. Et nous avons essayé dans ce service-là, bien évidemment, de travailler avec le personnel. Sur le principe de l'émission et de la façon dont les images ont été tournées, je me permets quand même, si vous le voulez bien, d'évoquer quelques réserves, parce que je trouve que c'est bien maltraité quand même, quelque part, l'équipe médicale et les équipes soignantes, d'accréditer quand même, quelque sorte, l'idée qu'il y aurait une psychiatrie officielle et puis une vraie vie qui n'aurait rien à voir avec la première. Il y a un décalage quand même. Voilà, certes. Et il n'est pas dans mon intention ce soir de le dénier. Un gros décalage. Il faut quand même comprendre un certain nombre de choses, si vous me le permettez, sans excuser du tout un certain nombre de dérives. Vous êtes là pour le dire. Tout à fait. Et qui, effectivement, ne paraissent absolument pas normales sur, par exemple, l'utilisation de la chambre d'isolement. Alors, qui doit résulter d'une prescription médicale et qui comporte bien évidemment un protocole précis dans tout le déroulement du séjour du patient dans cette chambre d'isolement. Apparemment, ce n'est pas toujours le cas. Hélas, je l'ai constaté comme vous ce soir, et bien évidemment... Vous l'avez découvert vous-même ? Écoutez, je trouve qu'il est absolument anormal qu'une infirmière ou une aide-soignante prenne de sa propre initiative la décision de placer quelqu'un en chambre d'isolement, sauf si vraiment il y a danger immédiat. Vous l'avez découvert. Bon. Mais théoriquement, le protocole d'utilisation d'une chambre d'isolement ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est valable pour la chambre d'isolement, c'est valable aussi pour les mesures d'entrave ou de contention. On pense notamment bien évidemment au cas de ce Mounir, bien évidemment, qui est en service depuis 24 ans. Apparemment, ces mesures sont appliquées avec quand même pas mal de légèreté. Alors, c'est un petit peu l'excès de ce film, si vous voulez, parce qu'il accrédite quand même l'idée que tout le service de psychiatrie, H24, 365 jours par an, fonctionne comme ça. Je pense que ça serait excessif. Non, c'est pas ce que dit le film sur le service dans son ensemble. Qu'il y ait des dérives, je le constate, bien évidemment. Est-ce que c'est une solution de facilité ? Il faut bien comprendre que nous avons un problème d'effectifs et de personnel en psychiatrie. Notamment, ça transparaît vraiment dans cette enquête. Mais pas seulement à Aulnay-sous-Bois, je veux dire. Nous avons théoriquement, dans ces services de psychiatrie, 2 infirmières et une aide-soignante. Alors il peut y avoir des congés maternité, des congés maladie, des absentéismes, bien évidemment, qui font que les effectifs peuvent être réduits. Et pour effectivement tenir compte de ces difficultés, vous avez pu remarquer que certains de mes chefs de service ont décidé de mettre l'ensemble des malades sur un seul niveau, de telle sorte à faciliter le travail infirmier. Donc, oui, nous avons une crise infirmière,
moi-même, dans mon établissement, je dispose d'un institut en formation en soins infirmiers. Et il faut savoir qu'il y a quelque part une crise de vocation, puisque sur des promotions de 70, 75 infirmières qui sortent tous les ans dans mon établissement, j'en ai à peine 3, 4, 5, si vous voulez, qui choisissent de travailler en psychiatrie. D'accord. Est-ce que c'est aussi ce manque de personnel qui explique ce qui ressemble bien tout de même à un abus peut-être de médicaments? Il y a une phrase qui est assez frappante dans le film, c'est plus facile de préparer des médocs que de prendre du temps. C'est un élève infirmier qui fait ce constat. Oui. Alors, d'abord, je trouve absolument étonnant qu'un élève infirmier puisse être chargé seul de la distribution des médicaments sans être accompagné par une infirmière. C'est pas lui qui en a décidé ainsi, apparemment. Je suis bien d'accord, et c'est quelque chose, en effet, qui traduit quelque part un dysfonctionnement. Abus de médicaments. À mon avis, il serait abusif de dire ça. Il serait abusif de dire ça. Les médicaments ne sont prescrits que par des médecins. Donc, si le médecin psychiatre estime qu'il doit effectivement distribuer ou prescrire tel ou tel médicament à un patient, il n'y a que le médecin qui peut le décider. Oui. Alors, ni l'aide-soignant, ni l'infirmière, ni l'aide-soignant a fortiori. Alors, pour rester précisément sur ce qu'on a vu, vous évoquiez les médecins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une interrogation de ce côté-là? Les médecins ne sont pas très présents. Durée de la consultation 4 minutes, dont de très longs silences. Sachez qu'en France, je pense que les médecins qui sont autour de cette table ne me démentiront pas. On va leur poser la question dans un instant, mais on voulait vous laisser vous exprimer. Il y a 1100 postes de praticiens hospitaliers vacants en psychiatrie. Bon, ça prouve que effectivement, dans un certain nombre de services, j'en suis aussi quelque part victime, nous avons un certain nombre de postes vacants et nous avons malheureusement aussi un certain turnover plus rapide qu'auparavant. Bon, donc ceci effectivement traduit qu'effectivement, dans un certain nombre de services hospitaliers, nous manquons de médecins psychiatres. D'accord. Donc nous devons faire face à tout ça. D'accord. Et je trouve que, si vous voulez, c'est un petit peu injuste que cette équipe qui est en train de remonter ce service soit quelque part mise en difficulté comme ça. Encore une fois, c'est pas l'équipe qu'on accable. À travers elle, le titre de cette enquête, hôpitaux psychiatriques, les abandonnés. Alors les abandonnés de nous tous. On a l'hôpital qu'on mérite. Un dernier point sur lequel je vais vous interroger, Monsieur Toulouse, ce sont les activités. Là aussi, c'est un problème de personnel. Bien évidemment. Le décalage entre le discours officiel et la réalité. J'aurais aimé que l'aide-soignant stagiaire infiltré puisse quand même aller filmer quelques dizaines de mètres derrière le service de psychiatrie C, où il y a un hôpital de jour qui a quand même un certain nombre d'activités. Juste aimé. Sur les 27 qu'on voit, malgré tout, oui. Une activité en 21 jours. Ceci veut-il dire que dans les 340 jours qui restent, il y a aussi peu d'activités que dans ces 21? Vous pensez qu'on est mal tombé alors? Je ne vais pas dire ça, Monsieur Boujadel, je ne vais pas dire ça. Mais, encore une fois... On ne vous jette pas la pierre, non. Encore une fois, c'est un établissement qui est choisi au hasard, il faut le répéter, et dans n'importe quel hôpital, ça aurait sans doute été la même chose. Ce que je souhaite qu'il soit retenu, si vous voulez, c'est que c'est un service qui est actuellement lui-même en convalescence, qui a subi beaucoup de difficultés, et que le docteur Fabrice Pécou et son équipe, avec beaucoup de courage, sont en train de rehausser. On vous entend là-dessus. J'aurais aimé peut-être que vous alliez filmer un autre service, même dans mon établissement, et à mon insu. Ce qui, quelque part, me pose quelques problèmes. Alors, on va demander un mot de réaction à ceux qui vous entourent, en commençant par vous, Bernard Debré, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre, professeur des universités, chef de service à Cochin. Votre sentiment? Je crois que vous avez dit une phrase qui est tout à fait importante. On a l'hôpital qu'on mérite. Et vous savez, il y a 3 points importants. D'abord, la population, les citoyens, nous. C'est sur le film, sur l'enquête que je voulais vous demander, là. Un certain nombre d'entre nous, et même beaucoup, ont peur des psychiatriques. Alors, entre guillemets, des psychoses, des psychiatriques, appelez ça comme vous voulez. Et ils ont peur, et il y a une espèce de lâche volonté d'aller enfermer les malades pour qu'on ne les voit pas. À l'intérieur même, et on l'a bien vu, à l'intérieur même, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a un cercle vicieux. Cercle vicieux, pas assez d'infirmières. À ce moment-là, tout devient dramatique, comme on l'a vu. Mais comme il n'y a pas assez d'infirmières et que c'est dramatique, ça n'attire pas les autres infirmières. Et le directeur l'a dit. Qui veut, comme infirmière, jeune infirmière, imaginez-vous une fille de 20 ans, 22 ans, 23 ans, venir dans un hôpital psychiatrique? Elle va peut-être détruire sa vie, rentrer dans une
psychose elle-même. C'est extrêmement difficile. Est-ce que vous avez appris des choses dans ce film? Oui et non, parce que j'ai été, quand j'étais jeune chef de clinique, chirurgien dans un hôpital psychiatrique à Sainte-Anne. C'était déjà la même chose? C'était bien pire que ça. Ça va pas nous rassurer. Non, mais si, justement, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès. On va dans le bon sens d'après vous. Et deuxièmement, tout le monde le sait, j'ai un de mes parents, frère pour tout dire, qui a été drogué, qui ne l'est plus, qui a été hospitalisé à Sainte-Anne. Donc je le voyais tous les jours quasiment et je voyais tout ça. Et la facilité, évidemment la facilité. La facilité, c'est le médicament. La facilité, c'est la contention. Elles ne sont pas toutes injustifiées. Les médicaments sont justifiés, mais malheureusement, il faut le savoir, de temps en temps, parce qu'on n'a pas le temps, on entrave, parce que on n'a pas le temps ni le personnel, eh bien, quelquefois on donne ce qu'on appelle une camisole chimique. Alors ça, c'est évidemment très angoissant. Bonsoir Daniel Zaguri. Vous êtes psychiatre, expert auprès des tribunaux, chef de service au centre hospitalier de Bois-de-Bondy. Votre sentiment après ce film, est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on a vu ce soir reflète une réalité assez largement répandue? Je voulais faire exactement la même remarque que M. Toulouse, compte tenu du fait que le docteur Pécaud reprend un service qui avait une histoire difficile. Donc c'est très injuste pour cette équipe. Par ailleurs, je voudrais vous raconter quelque chose au propos de cette indignation qui peut saisir ceux qui ne connaissent pas la maladie mentale. Il est arrivé que j'ai dans mon service des stagiaires, des aides-soignants ou des élèves infirmiers qui dénoncent des maltraitances, et que je les reçoive et que je parle avec eux. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de l'effet, si vous voulez, de l'angoisse qui est produite par la maladie mentale. Or, si vous voulez, ce qui me gêne un peu, c'est que tout ce qui est excessif et dérisoire. Il n'y a pas eu, pendant son stage, un peu d'humanité dans les échanges. Il y en a dans le film. Il y en a dans le film. C'est ce qu'on disait en préambule. On sent quand même de la patience, on sent de l'affection aussi, mais on sent aussi, il faut le dire, de la résignation. Alors, il y a quelque chose dans la maladie mentale qui peut produire effectivement cette résignation. Moi, j'ai vu une charge, j'ai vu un réquisitoire, j'ai vu un concentré de dysfonctionnement. On voit des infirmières qui, à un moment donné, prennent leurs responsabilités parce qu'elles estiment que le sentiment du médecin sur l'enfermement, l'isolement, la mise à l'isolement de tel ou tel n'est pas justifié. On voit aussi ça dans le film. Il y a aussi une vie, il y a aussi une responsabilité qui s'exerce. Mais bien sûr, mais vous savez, une équipe psychiatrique, c'est vivant. Quand on a des difficultés avec un patient, tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent qu'il faut l'isoler, d'autres pensent au contraire qu'il faut le laisser circuler dans le service, certains pensent qu'il faut augmenter le traitement, d'autres pensent le contraire, et on en discute entre nous. C'est pas du tout nécessairement négatif. Claude Finkelstein, vous êtes présidente de la Fédération des patients en psychiatrie. Oui. Vous-même, vous avez passé quelques semaines ou quelques mois, mais c'était déjà il y a un certain temps, à l'hôpital psychiatrique. Votre sentiment après ce film, et puis je vous voyais secouer la tête pendant que Daniel Zaguri parlait. Alors d'abord beaucoup de peine parce que ça, je le rencontre très souvent. Je voudrais dire d'abord que ce n'est pas un hôpital, monsieur le directeur. J'ai rencontré ça dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. C'est un service. Pour moi, c'est un service dysfonctionnant. Je n'y rencontre pas d'humanité, je n'y rencontre pas de respect des usagers. Vous n'y voyez pas du tout d'humanité dans J'en ai très peu vu. Pas assez en tout cas, pas assez. Je ne peux pas supporter, c'était très violent pour moi, je ne peux pas supporter qu'on refuse à une personne d'aller prendre un café à la cafétéria. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie une fois qu'ils sont hospitalisés? Qu'ils soient hospitalisés pour une dépression et après ils repartiront dans la vie normale 15 jours. Ou qu'ils soient hospitalisés au long cours, comme on a vu certaines personnes. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'est pas difficile de se mettre à la place de ces personnels si on leur demande 15 fois la même chose chaque jour? Il suffit de répondre. Il suffit de répondre. On a créé, la France a créé, et nous sommes reconnus au niveau européen pour ça, des groupes d'entraide mutuelle. On nous donne les moyens de nous rencontrer entre nous et de vivre entre nous pour se resocialiser. Combien de fois on a des personnes qui viennent nous demander 10 fois la même chose? Il suffit de répondre. Quand quelqu'un vous dit est-ce que je peux parler ou est-ce que je peux voir le médecin, lui dire tu as rendez-vous avec le médecin dans 8 jours, c'est-à-dire mardi prochain à telle heure.
ça calme les personnes. Là, on ne répond pas. Vous avez remarqué qu'on ne répond pas. On ne répond pas à la demande. La personne qui demande d'aller chez le coiffeur, on ne lui dit pas simplement, madame, il n'y a pas de coiffeur. Vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas avant un mois. Ça m'embête, je voudrais me faire coiffer. Eh bien oui, mais là, je suis désolée, vous n'en avez pas. Et puis, demander éventuellement à la famille si on peut venir voir pour la faire coiffer ou trouver des bénévoles pour venir. Non, mais attendez, mais c'est... Moi, je vois ça, j'hallucine. Je ne supporte pas ça. Et c'est ce que je vois régulièrement dans les hôpitaux psychiatriques. On va demander son sentiment à Philippe Clément. Vous êtes aux premières loges puisque vous êtes infirmier en hôpital psychiatrique. Ça fait 20 ans que vous faites ce métier. Qu'avez-vous trouvé dans ce film? Est-ce que vous trouvez un écho de ce que vous vivez parfois ou pas? Alors moi, la manière dont j'ai perçu ce reportage, hein, je l'ai pas perçu comme le procès d'un service en particulier. Ça n'était pas le cas, vous avez raison. Hein, parce que ce qui a été tourné là, on peut le rencontrer ailleurs. Je l'ai pas vécu non plus comme le procès d'une équipe infirmière. Mais je crois que c'est implicitement, à travers ça, c'est le procès d'un système et du désintérêt des services publics. Vous constatez une forme de résignation de vos collègues? Ça peut être décevant parce qu'il y a des moments où les choses s'améliorent et puis des moments où il y a des régressions, on va dire, des rechutes, et que on a parfois l'impression qu'il faut recommencer. Ouais. Donc par moments, des moments de découragement, de résignation. Hein. Mais pour revenir à ce reportage, moi, ce qui m'a frappé, c'est la souffrance dans ce service, à la fois la souffrance des malades, bien sûr, mais aussi la souffrance des personnels infirmiers, aides-soignants. Et je crois que c'est cette souffrance qui est responsable d'un certain nombre de dérives. J'ai juste une question factuelle à vous poser, Bernard Debré ou Daniel Zaguri. Est-ce qu'il y a plus de malades mentaux qu'avant? Le nombre de consultations aurait doublé en 20 ans. Est-ce qu'ils sont plus violents? Est-ce que les pathologies sont plus violentes? Est-ce que ça expliquerait en quelque sorte le désarroi aussi de l'hôpital psychiatrique? Je ne crois pas. Je crois, et il faut quand même le dire, vous comprenez, vous l'avez dit implicitement les uns et les autres, oui, il y a 20 ans, 25 ans, c'était dramatique, mais on a fait des progrès immenses dans la prise en charge des psychiatriques. On a fait des progrès immenses dans la psychothérapie. On a fait des progrès immenses dans les médicaments. On a, sans que ça soit toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, des camisoles chimiques, mais on a fait des progrès immenses. On traite, on soigne, on guérit. Ce qu'on ne faisait pas auparavant. Attendez, on traite, on soigne, on guérit, on voit un patient, Mounir, qui est là depuis 24 ans. Non, attendez, est-ce qu'on guérit ou est-ce qu'on garde? Non, mais je vous pose la question sans malice. Hein. Si vous preniez le cas d'un cancer du sein, d'une femme qui meurt, et vous dites, regardez, on meurt toujours le cancer du sein. Alors c'est la question que je vous pose, est-ce que c'est un cas général ou pas? Donc vous avez le sentiment, Bernard Debré, que l'hôpital psychiatrique va mieux aujourd'hui en France qu'il y a 15 ou 20 ans? Mais c'est évident, les traitements sont évidents. Vous êtes d'accord aussi? Merci Bernard Debré. Vous êtes presque psychiatre ce soir. Non. Attendez, il y a 4 millions de Français qui sont suivis par des psychiatres. 2 millions dans le secteur privé, 1,2 million dans le secteur public, 500 000 dans le secteur médico-social. Bon. Mounir, c'est l'exception des exceptions, ça fait partie de ces sujets qui, effectivement, sont hospitalisés pendant des décennies parce qu'ils ont une affection lourde et parce que probablement toutes les tentatives qui ont été faites pour un foyer, pour un CAT, pour je ne sais quoi, pour retourner en famille, pour aller en famille d'accueil, ont échoué du fait de la lourdeur de sa maladie. D'accord, c'est une exception, on vous entend. Je reviens sur Mounir. Mounir, il ne pose pas des problèmes pendant les 3 semaines de votre infiltré. Mounir, il est connu de l'équipe depuis très longtemps. Et effectivement, il peut y avoir une usure quand c'est la énième... Mais alors, c'est vrai que... Et c'est là que les équipes doivent se ressourcer et qu'on doit effectivement leur apporter suffisamment de capacité d'élaboration de ce qui se passe pour leur permettre de ne pas, elles aussi, sombrer, si je puis dire, dans quelque chose qui est induit par la maladie mentale chronique. Je vous repose ma question, Daniel Zaguri. Est-ce qu'il y a plus ou moins de malades mentaux aujourd'hui qu'avant? Est-ce que l'hôpital psychiatrique va mieux ou moins bien qu'il y a 15 ou 20 ans? L'hôpital psychiatrique va certainement mieux
qu'il y a 15 ou 20 ans, mais ce qui a changé, c'est le regard de la société sur la maladie mentale, et ce qui a changé, c'est la demande vers la psychiatrie. Vous êtes d'accord, l'hôpital psychiatrique va plutôt mieux qu'il y a 15 ou 20 ans? Non, il est exactement pareil. Ah non, il est pire. Non, en prenant tout... Il faut comparer ce qui est comparable. La grande avancée pour la psychiatrie en général, ce sont les molécules. C'est évident, parce que ça aide, ça... On n'a pas parlé une seconde de souffrance ici. On parle de souffrance. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des personnes qui souffrent. Donc c'est important. Pour moi, il y avait plus d'humanité. Et je parle des anciens infirmiers psychiatriques, d'au moins de certains. Il y a 40 ans. Il y avait plus de personnel peut-être aussi? Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Mais il y avait plus d'humanité, parce qu'il y avait plus d'humanité dans la société. Nous sommes dans une société différente et l'hôpital psychiatrique, l'un de vous l'a dit tout à l'heure, reflète notre société. Donc ce qu'on demande, c'est le risque zéro. Ce qu'on demande, c'est soigner. Ce qu'on demande, c'est guérir. Or, nous sommes dans une pathologie où nous ne sommes pas sûrs. Et pour nous, on est même certain de ne pas guérir, entre guillemets. On garde une sensibilité qui fait qu'à un moment donné, on peut retomber. Et ça, on doit le garder à l'esprit. Jean-Michel Toulouse. Je trouve, si vous voulez, que la suppression des infirmières de secteur psychiatrique a été une erreur dans le début des années 80, 83, 84. Et je considère que si on veut contribuer à régler ce problème qui est très prégnant, et on ne fera progresser la psychiatrie qu'avec des infirmières formées. Médecins, bien entendu. Des infirmières formées. Il faut rétablir la spécialisation pour les infirmières de psychiatrie après le tronc commun de 3 ans. Ça, c'est un premier point. Par contre, je ne dirais pas que tout va de mal en pis, quand même, parce que je pense que beaucoup d'établissements psychiatriques, tout en fermant des lits d'hospitalisation à temps complet, ont ouvert quand même des structures alternatives à l'hospitalisation. Alors peut-être que certains établissements ont trop fermé de lits d'hospitalisation à temps complet et pas assez ouvert de structures extra-hospitalières. Mais je pense que, quand même, on ne peut pas dire que tout va mal en pis en matière de psychiatrie. Un dernier point, M. Pujadat. J'eusse aimé également, et encore une fois, ça n'est pas une critique, la preuve c'est que je suis ici ce soir. Vous avez le droit de critiquer. J'eusse aimé que notre stagiaire aille faire un tour aux urgences de mon établissement. Il aurait vu comment fonctionne un centre d'accueil de crise spécialisé donc sur les urgences de psychiatrie, et il aurait vu comment tous les jours dans mon établissement nous recevons, alors il n'y a pas que de la psychiatrie, bien évidemment, il y a tout MCO comme on dit, médecine, chirurgie, obstétrique, etc., personnes âgées. Nous avons plus de 200 passages par jour dans ce service. Bon, on vous croit sur parole pour le service des urgences. On vous a entendu sur ce point. Je voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on parle d'une autre chose qui est frappante dans le film, et là qui dépasse la question des personnels, c'est l'absence des familles. Elles sont les grandes absentes de ce film. Je voudrais juste qu'on revoie un extrait à un moment donné, des patients eux-mêmes qui en parlent. Est-ce que vous avez eu de la visite, Michel, dernièrement? Non, on n'a pas de visite. Jamais? Non. Ma famille m'ignore. Pas de famille, vous ignore? Pas de fréquentation auprès de voisins, voisines, au dehors de personne. Pas de fréquentation de personne, pas de visite. Rien du tout. Zéro. C'est pas trop dur? Un peu. Les visites, ça m'en montrait le moral. Ça fait 13 mois que je suis là-dedans. Et vous n'avez pas eu de visite en 13 mois? Non, rien du tout. Je vous dis, personne ne fréquente au dehors. 13 mois, pas une seule visite. Daniel Zaguris, c'est un cas fréquent, banal. L'absence des familles. C'est la faute des psychiatres? Non. Alors, on rencontre trois types de situations, si vous voulez, avec les familles. Premier type de situation, malheureusement, les patients abandonnés. Et effectivement, on va toujours essayer de renouer des liens, d'aider, de retrouver tel ou tel. Ça, effectivement, c'est très difficile. Deuxième situation, les familles, je dirais, rejetantes.
Hein. Et c'est souvent celles qui sont le plus hostiles, qui sont le plus agressives, souvent dans un mouvement de culpabilité à l'égard des équipes de soins. Troisième situation, fort heureusement la plus quantitativement importante, les familles en difficulté et avec lesquelles d'ailleurs souvent ça se passe mal dans un premier temps, parce que dans un premier temps on a mais pour nous c'est du pain béni. Oui. Pour nous, c'est du pain béni. C'est une famille impliquée. Exigeante, mais impliquée, en tout cas, c'est l'essentiel. Mais impliquée. Et à ce moment-là, nous essayons d'entendre effectivement leurs souffrances, leurs plaintes, de les accompagner. Et alors là, bon, je ne peux pas en 3 phrases dire tout ce que nous faisons, mais en tout cas, nous essayons de les accompagner dans le parcours obligatoirement difficile qui est le leur par rapport à leurs enfants, leurs frères, leurs parents malades. Bonsoir Patricia Bouvelot. Bonsoir. On vous a invité parce que vous avez vécu cette expérience avec votre sœur. Vous la vivez même en ce moment. Toujours. Votre sœur qui a souffert et qui souffre encore de psychose hallucinatoire, c'est bien ça? D'une forme de psychose hallucinatoire, oui, depuis 10 ans. C'est-à-dire, en quoi ça consiste exactement? Pour faire simple, elle a un syndrome de persécution, elle entend des voix. Et donc, elle s'est retirée. C'était une jeune femme qui était docteur en littérature, professeure de français, et qui, petit à petit, a basculé comme ça dans cette maladie et qui s'est retirée du monde, qui a perdu son emploi, et qui s'est isolée, retirée. Et vous avez décidé un jour de la faire interner. Vous avez pris vos responsabilités d'une certaine manière. Alors, interner, oui, procéder à une hospitalisation sous contrainte. Il y en a eu beaucoup en 10 ans. C'est très difficile. D'abord, c'est une maladie qui est une souffrance pour le patient, mais souffrance pour la famille. Et en même temps, ça demande une énorme énergie, mais il faut être très costaud. Costaud dans ce qu'on est nous, pour l'aider elle, et costaud pour repartir chaque fois que il y a une hospitalisation, repartir. Hospitalisation sous contrainte. Alors, comment ça s'est passé? Il y a un moment où vous sentez bien que ça ne va pas, on consulte, on nous explique que, bien sûr, que c'est une maladie grave et que ça nécessite des soins de long terme, mais des soins urgents. Un conseil qu'on vous donne à un moment donné. Oui, plus qu'un conseil. Simplement, une recommandation, et vous dites oui. Bien sûr, parce qu'on sait que ma sœur est en danger. Donc, combien de temps a-t-elle passé à l'hôpital lors de ce premier séjour? Premier séjour, 3 semaines. 3 semaines. Et puis, il y a eu d'autres séjours plus courts. Parfois même, elle y est allée d'elle-même. Parfois, j'ai dû intervenir. Là, c'est vrai que c'est une souffrance, mais en même temps, c'est une maladie du lien. C'est-à-dire, intellectuellement, elle est toujours aussi brillante, mais elle a une souffrance du lien à l'autre. Elle se sent exclue. Elle est exclue du logement, du travail, etc. Donc, plus vous laissez les choses passer, plus elle s'exclut d'elle-même, plus la maladie continue et s'aggrave. Ouais. Donc c'est un cercle vicieux. Vous faites violence, mais il le faut, parce que sinon elle va dégringoler. C'était douloureux pour vous de lui imposer De la priver de liberté, oui, c'était ce qui était le plus douloureux. C'est une souffrance énorme. Mais quelle est la souffrance la plus grande? Celle de l'interner ou celle de la voir perdre le fil de la vie? Alors vous, votre expérience de l'hôpital et du service psychiatrique à l'hôpital, c'est une bonne expérience? Oui, on a trouvé une équipe médicale formidable. Mais je constate depuis 10 ans qu'en effet, elle est passée dans plusieurs hôpitaux. Et je constate ce manque-là de plus en plus d'infirmières en moins, d'encadrants en moins, d'activités en moins, mais par manque de personnel. Donc oui, bien sûr que les familles, on constate ça. Mais c'est pas juste d'accuser l'équipe médicale parce qu'elle le subit autant que nous. Et c'est pour ça souvent que les familles se substituent. C'est-à-dire que moi, j'ai inventé des Walkman avec des textes de grands auteurs pour ma sœur. J'ai trouvé, j'ai fait les bouquinis, j'ai essayé d'inventer des choses pour la porter, la sortir, parce qu'en fait, elle a besoin d'être touchée, d'être aimée. Je lui ai fait des massages, j'ai appris à masser à la chinoise. Enfin, Et vous m'arrêtez si je suis indiscret, mais quand elle n'est pas hospitalisée, elle vit chez vous? En ce moment, oui, chez moi. Parce qu'elle était en stabilisation dans une situation assez fragile et que
comme j'avais expérimenté, avec mon frère d'ailleurs, le fait que quand elle retournait chez elle, trop brutalement après l'hôpital, sans structure de relais, d'accompagnement personnalisé ou de visite quotidienne, elle continuait le traitement 1 mois, 2 mois, et puis elle arrêtait. Parce que, en fait, elle nie la maladie. La plupart des malades psychiques nient la maladie. Elle est docteur en littérature, elle me dit « je ne suis pas malade ». Donc c'est les autres qui m'agressent. Donc elle arrête les médicaments puisqu'elle se sent mieux, puisqu'elle est stabilisée. Et donc on repart dans le cercle vicieux. L'intuition qu'on a quand on voit ce film, c'est que la psychiatrie, parce qu'elle fait peur, comme disait Bernard Debré, elle peut dissoudre le lien familial. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous disais, il faut être vraiment costaud dans sa tête. D'abord parce que vous aimez la personne, ma sœur je l'aime, donc la voir souffrir autant, voir cette femme qui était brillante, qui aurait fait une carrière brillante, souffrir autant, bien sûr c'est une souffrance. 2, il faut une famille costaud. Moi j'ai un conjoint, un époux formidable parce que faut quand même accepter ma sœur à la maison. J'ai des enfants en bas âge à qui il faut expliquer aussi pourquoi. Pourquoi, comment, et trouver. Et c'est là où les assos comme l'UNAFAM sont importantes, parce que eux vous disent décode le mode de comportement, les mots à utiliser, à ne pas utiliser, comprendre pourquoi, répéter ou laisser de côté, ou monter en tension, ou interdire. Voilà. Et tout ça, heureusement, il y a des assos. Oui. Alors Claude Finkelstein, vous dirigez une de ces associations. Vous vous retrouvez dans ce récit? Tout à fait. Mais dans les familles, il faut quand même pas oublier que vous avez plusieurs choses aussi. La stigmatisation. Le regard de l'autre. La stigmatisation d'aller voir son enfant ou sa sœur dans un hôpital psychiatrique. C'est pas comme d'aller dans un hôpital général. Première chose. Deuxième chose, il y a aussi quelque chose de grave, c'est que la famille n'est pas prise en compte dans certains hôpitaux. On ne lui parle pas, on la met de côté, ça existe encore fortement dans les hôpitaux psychiatriques. Et là aussi, la famille se sent petit à petit mise à l'écart et elle reste à l'écart. C'est ce que vous avez rencontré, Patricia? On n'a pas le sentiment que ce soit ça. Pas tout à fait, La mais chance peut-être. parce que moi je suis assez ouverte, je demande, je questionne, je suis très active. Il faut quand même oser. Il faut oser le faire. Il faut aller. Il faut être volontariste. Oui, il faut être très volontariste. Et puis c'est stigmatisant. Puis à un certain niveau. Oui, c'est stigmatisant. Et puis on est assez démunis en fait, parce que une maladie, un cancer, une maladie grave. Bon, on appréhende là, il y a une dimension supplémentaire d'irrationalité. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas le comportement de l'autre, que vous connaissez depuis tant d'années, vous ne comprenez pas. Donc, sauf à vous mettre en colère, à péter les plombs, il faut vraiment, il y a un travail sur soi à faire qui est énorme pour ne pas ni paniquer, ni stigmatiser, ni envoyer tout balader, ni voilà. Jean-Michel Toulouse. Heureusement que nous avons les associations et les familles. Parce que, en plus, nous les impliquons. Elles siègent dans les conseils d'administration, elles vont siéger dans le futur conseil de surveillance, elles sont dans les commissions des relations avec les usagers et pour la qualité de la prise en charge, elles sont dans les copiles, elles sont dans les clins, etc. Et heureusement qu'elles sont là. Et elles ont un rôle éminent à jouer. Et je trouve qu'il faut le dire. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais on va revenir à l'hôpital psychiatrique et on va aborder la question qui a remis l'hôpital sur le devant de la scène dans l'actualité ces derniers mois, c'est celle de la sécurité. Je vous propose de découvrir un extrait, plus qu'un extrait, en fait une séquence qu'on n'a pas vue dans cette enquête et qui concerne le contrôle à l'entrée et à la sortie des patients. Regardez. Ces dernières années, des faits divers dramatiques ont mis à jour les dysfonctionnements de l'hôpital psychiatrique. Décembre 2004 à Pau, Romain Dupuis tuait à l'arme blanche une infirmière et une aide-soignante. Grenoble, novembre 2008, un étudiant de 26 ans est tué en pleine rue par un schizophrène. En toute tranquillité, le malade avait pu quitter l'hôpital, acheter un couteau et poignarder le premier passant. Des drames qui ont bouleversé la France entière. Durant les 3 semaines de mon infiltration, j'ai constaté que régulièrement des malades se rendaient sans permission au centre commercial voisin. À l'occasion de mon entretien de fin de stage, j'ai fait part à ma responsable de mon étonnement face à cette situation. Voilà sa réaction. C'est que les patients, ils n'ont pas le droit de sortir de l'enceinte de l'hôpital, normalement.
Non, il doit avoir une permission. Oui. Vous les voyez là? À tous. Le nombre de mais personne, vous le savez ça, ouais. C'est dangereux quand même qu'ils sortent, non? Oui, c'est dangereux. On rigole parce que c'est vrai que vous dites des choses qui sont vraiment... oui, c'est sûr. C'est vrai que le patient n'a pas à l'extérieur de l'enceinte. Mais bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, ouais, vous pouvez rien faire pour surveiller, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est un service ouvert, on ne peut pas. C'est les risques. Un constat d'impuissance jusqu'au prochain drame. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Je me retourne vers vous, Jean-Michel Toulouse, vous n'avez pas le beau rôle. Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas là un problème de sécurité? Pas seulement pour les patients, pas seulement pour le personnel, mais pour la société. Bon, David Poujadat, puis-je vous citer un seul chiffre? 2 chiffres. Parce que moi, je fais partie, je ne suis pas tout seul, des gens qui considèrent que la psychiatrie, notamment la psychiatrie publique, mais la psychiatrie tout court, ne doit pas accepter de dériver vers une conception et une idéologie sécuritaire. On est d'accord. Il y a 51 000. Il y a eu des simplement 2 chiffres. Je vais y revenir. J'ai connu ça sous d'autres cieux dans un autre établissement. Vous voyez, décidément, j'attire les difficultés et les problèmes, faut croire. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Il y a 51 000 personnes qui sont mises en examen pour crimes et délits tous les ans. Chiffre de 2005, 215 ont bénéficié, entre guillemets, c'est un sujet passionnel ça, ont bénéficié d'un non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale. 0,4%. Est-ce que sur la base de ces 0,4% et ces 215 patients, on va porter un jugement de valeur sur le fonctionnement de la psychiatrie? Bien sûr qu'il faut des mesures. C'est pas la peine de surveiller les entrées et les sorties. Encore une fois, quelle psychiatrie on veut? On veut une psychiatrie asilaire ou on veut une psychiatrie ouverte? C'est pas la peine de surveiller les entrées et les sorties. Bien sûr que si, qu'il faut surveiller d'une certaine façon les entrées et les sorties. Je considère que la psychiatrie ouverte n'est pas en contradiction avec la prise en charge sécure, comme on dit dans le jargon du rapport Couty. Il n'y a pas contradiction. Il y a simplement des mesures d'organisation à prendre et effectivement aussi un problème de personnel. Bernard Debré. Je crois qu'il ne faut pas mélanger 2 choses. Il y a d'une part les malades qui sont hospitalisés et qui n'ont pas le droit de sortir, sauf après avis médical. Et donc c'est la responsabilité du médecin, la responsabilité du directeur, de faire en sorte que les malades qui n'ont pas le droit de sortir ne sortent pas. Nous ne jouerons pas. Il y a des malades qui sortent, qui s'en vont, qui vont prendre la drogue un peu plus loin, qui rentrent, on le sait parfaitement bien. Et donc ça c'est un problème administratif qui doit être géré par l'administration de l'hôpital avec l'accord des médecins. Et puis autre chose, parce qu'on oublie de le dire, ce sont des malades qui sortent, et c'est très 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 peu, des malades qui sortent avec l'avis positif du médecin, de l'administration, on considère qu'ils peuvent sortir, et qui récidivent, et qui peuvent commettre des meurtres. Ils sont très peu nombreux. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que à l'extérieur, c'est souvent vers le politique qu'on se retourne en disant « Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que cette psychiatrie? Vous avez laissé sortir un patient, vous. Il a été autorisé à sortir, il a tué, et on se retourne vers le politique en disant « On veut la sécurité ». Et là, ça devient extrêmement difficile et ambigu. Alors, il y a un homme qui vous a sans doute écouté très attentivement. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir, Marcel Rodriguez, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, tout simplement, vous avez été poignardé par quelqu'un qui souffrait d'une forme de schizophrénie paranoïaque, ce qu'on m'a dit. Paranoïaque. C'était en 2005. Dans quelles circonstances? Le 3 mai 2005, sur mon lieu de travail, à la résidence où habitait également ce malade mental, j'ai été poignardé alors que j'étais en train de travailler de 18 coups de couteau, alors que le drame était prévisible parce qu'il avait commis plusieurs méfaits auparavant. C'est-à-dire qu'il était connu pour ses emportements, on savait qu'il était malade. Oui. Il y avait déjà eu des précédents, pas aussi graves sans doute, mais des précédents. Pas aussi graves, mais c'était quand même qualifié de délit. Il avait déjà menacé des gens avec un couteau, un couple de retraités. Il avait été hospitalisé
À plusieurs reprises, il avait mis le feu à la résidence avec des bidons d'essence. Que s'est-il passé après votre agression? Après mon agression, je suis obligé de dire que j'ai quand même fait 10 à 11 jours de coma, plus 2 mois d'hôpital, où on m'a sauvé la vie grâce à une équipe médicale, mais c'est ce qui s'est passé pour mon cas. Et tout doucement, cette personne, donc, suite à la tentative d'assassinat, a été reconnue irresponsable par des experts psychiatres, donc un non-lieu. Et ensuite, il est ressorti de cet hôpital? Oui, il aura fait 2 ans et demi, en gros, d'hospitalisation d'office. On l'a laissé ressortir, puisque les experts psychiatres ont décidé qu'il n'était plus dangereux. Il est ressorti, il est revenu sur les lieux. Le 2 janvier 2010, il est monté... Il est venu de Nice, il est monté au 4e étage, il est allé sonner cette personne qui a ouvert et il était armé d'un couteau et il a massacré. Comme moi, sauf moi que j'ai eu la chance d'en réchapper. Ce monsieur Lescane n'est plus là maintenant pour dire ce qu'il a vécu. Quelles ont été les réactions après cette récidive qui, d'une certaine manière, pour le coup... Pour moi, c'est une révolte parce que c'est mon histoire qui me rattrape 5 ans après. Parce que c'était le 3 mai 2005, bientôt ça va faire 5 ans. Et mon exemple n'a servi à rien. Alors on me dit que les lois changent, que la médecine va mieux, la psychiatrie va mieux. Mais moi, en 5 ans, je n'ai vu aucune évolution, bien au contraire. Qu'on me prouve le contraire. Qui souhaite répondre? Non, moi je souhaite répondre. C'est un cas absolument dramatique. C'est pas le seul. Et quand je disais tout à l'heure que la médecine allait mieux, que la psychiatrie allait mieux, c'est vrai qu'on arrive à sauver 90%, soit équilibré, je dirais plutôt équilibré. Équilibré 90% des malades psychiatriques qui ne l'étaient pas auparavant. Et puis il y a, dans les 10% qui restent, des gens qui sont enfermés, on l'a vu, ils sont enfermés pour des années et des années. Et puis il y en a quelques-uns, très peu, que l'on croit guéris, que l'on croit pouvoir faire sortir. Mais c'est peut-être une erreur. Mais comment faire? Vous avez bien réagi. C'est ça que vous dites, c'est pas une science exacte, Bernard. Mais la médecine n'est pas une science exacte. Oui. Moi, quand je fais de la chirurgie, ce n'est pas une science exacte. Nous avons fait des progrès, mais nous n'avons pas guéri, nous ne pouvons pas guérir. Quelle est la solution? Est-ce que c'est enfermer tout le monde? Parce qu'au cas où il recommencerait, est-ce que... Oui, la solution, vous savez, c'est certainement d'avoir un réseau extérieur de psychiatres, d'associations qui puissent prendre en charge et qui puissent alerter. Ça, c'est peut-être ce qui manque. Alors, les solutions, faut-il renforcer la sécurité? C'est la solution, en tout cas, qu'a proposé Nicolas Sarkozy. Je vous propose de réécouter un extrait de son discours de décembre 2008, où il évoquait ces sujets, en évoquant donc, en proposant et en mettant en œuvre un renforcement justement de la sécurité. On écoute le président de la République, c'était donc en décembre 2008. Nous allons d'abord, chez Roselyne Bachelot, réaliser un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques et la ministre de la Santé a dégagé 30 millions d'euros. Ces investissements serviront à mieux contrôler les entrées et les sorties des établissements et à prévenir les fugues. Quand un patient hospitalisé d'office sort du périmètre autorisé par son médecin, l'équipe soignante doit en être informée tout de suite. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés d'un dispositif de géolocalisation qui, si cela se produit, déclenchera automatiquement une alerte. Ah, mon Dieu. Voilà, plus d'UMD, d'unités pour malades difficiles, la sécurisation des hôpitaux, la géolocalisation, on l'a entendu. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est la bonne voie pour améliorer la sécurité de la société face aux malades psychiatriques? Moi, je suis pas du tout partisan d'une psychiatrie sécuritaire. Je crois qu'effectivement, c'est ce qu'il faut arriver à mettre en place, c'est effectivement un lien étroit entre, homogénéiser, si je puis dire, l'ensemble de ce dispositif de psychiatrie, la partie hospitalisation à temps plein, et puis ensuite l'accompagnement, une fois l'hospitalisation terminée, un accompagnement des personnes. Daniel Zaguri, sur cette orientation donnée par Nicolas Sarkozy et Roselyne Bachelot sur ce sujet-là. Je vais essayer de vous répondre sans passion.
Parce que il faut pas, si vous voulez, ma réponse, c'est pas une réponse politicienne. Je connais des collègues de droite, de gauche ou centristes qui ont réagi de manière catastrophique à ce discours qui a été traumatique pour la profession. Pourquoi ? Pas parce que tout ce qui est dit est faux. Il est tout à fait exact qu'il faut plus d'unités pour malades difficiles. 420 places dans un pays de 65 millions d'habitants, tout le monde est d'accord, c'est ridicule. Le problème, c'est que toute la psychiatrie a été regardée au prisme de la sécurité. Et ça, c'est une absolue catastrophe. Vous dites c'est marginal. N'orientons pas toute la politique psychiatrique en fonction d'un phénomène Pourquoi marginal, est-ce que ce discours a été traumatique ? Il a été traumatique parce que sur le plan symbolique, chaque psychiatre qui n'est pas un démagogue sait bien qu'il y a des moments de violence, c'est bien qu'il y a des moments où les patients sont difficiles, il y a des moments où il faut les isoler, il y a des moments où il faut les enfermer, et il y a des moments où il faut même parfois les attacher pour les empêcher de s'automutiler. Mais ces moments-là sont des moments transitoires. Et après ces moments transitoires, il s'agit de les libérer de leur chaîne psychique, c'est-à-dire de les aider à vivre dans la société. Et ce discours a été traumatique pour une immense majorité de psychiatres parce qu'il n'a désigné la psychiatrie que comme une discipline sécuritaire. Alors Jean-Luc Séninger, psychiatre et qui dirige justement l'un de ces services UMD à Sarreguemines, je crois. Est-ce que vous avez la même vision que Daniel Zaguri ? On imagine que non. Pas tout à fait, en tout cas. Ce que je voudrais dire, c'est que qu'il est effectivement peut-être un peu dommage d'avoir fait ce discours juste après un fait divers dramatique. Ce fait divers-là représente quelque chose qui est extrêmement limité. Mais ce que je ne peux pas supporter, c'est quand on dit que l'on n'a pas besoin des unités pour malades difficiles. Et très généralement, en plus, et paradoxalement, ce sont les psychiatres qui critiquent le plus ces UMD depuis très longtemps, qui nous envoient le plus de patients. D'accord. Daniel Zaguri, lui, il ne les critique pas. Absolument pas. Voilà. Il ne les remet pas en cause. C'est clair. Ça fait 25 ans que je travaille dans ces unités. Le nombre de demandes qui nous sont faites augmente de façon exponentielle. Par contre... En deux mots, dans ces UMD, ils sont plus spécifiquement surveillés, plus spécifiquement suivis. Parce que la définition du malade difficile, c'est un malade qui présente un état dangereux majeur, certain ou imminent, c'est-à-dire une très grande dangerosité. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ma carrière ? Ça fait 25 ans que je travaille en UMD et ailleurs, d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'on a observé sur le plan de la psychiatrie générale ? On l'a dit, une diminution du nombre de lits, de plus en plus de patients pris en charge en ambulatoire, de moins en moins de personnel, de plus en plus de féminisation dans les hôpitaux ordinaires, ce qui génère obligatoirement plus de violence dans les hôpitaux généraux et surtout une moindre tolérance par rapport à ces violences, d'où le nombre de demandes d'admission qui nous sont faites. Vous croyez que c'est facile de refuser au moins les deux tiers des demandes d'admission qui nous sont faites ? Il y a à chaque fois une équipe qui est en souffrance, il y a à chaque fois des actes de violence qui ont été commis. De plus, comme le nombre de lits d'UMD n'augmente pas, on est obligé de les faire sortir plus rapidement pour pouvoir en admettre d'autres. Donc tout cela explique de façon très claire que je suis absolument pour le discours d'Anthony. Claude Finkelstein, ce discours d'Anthony, vous aussi, il vous a sur le discours, satisfait ? Oui. Alors, je voudrais quand même remettre un petit peu en position les choses. C'est que ces demandes de sécurité répondent à une demande de la population. C'est important parce que ça replace le discours dans ce qu'il a été dit. La population a l'impression que la psychiatrie ne répond pas à cette demande. On a beaucoup plus peur des meurtres ou des attaques de personnes qui sont en souffrance psychique, qui sont patients, parce qu'on ne comprend pas. Et tant qu'on n'aura pas expliqué ça, on ne comprend pas le geste. Même s'ils sont extrêmement moins nombreux. Ils sont extrêmement moins, mais ils sont incompréhensibles. Donc ça devient, mais pourquoi ? Ce monsieur-là qui était assis à côté de moi tout à l'heure, sa question lancinante, c'est pourquoi ?
Et personne ne va lui répondre. Personne ne va l'aider. Et c'est là que c'est grave. La psychiatrie, dans ce sens-là, ne répond pas. C'est ce qu'on disait, c'est pas une science exacte, voilà. Il n'y a pas de risque zéro. Mais il faut expliquer. Il faut expliquer, c'est explicable. Alors, bon, le discours d'Anthony, faut savoir que le nombre de chambres d'isolement ont été réclamés par les infirmiers. La géolocalisation, pour appeler ça le bracelet électronique, ils ont abandonné parce que là, on est vraiment monté au créneau. On a expliqué, et on a expliqué à plusieurs. Si, on a expliqué parce qu'il y avait même des directeurs d'hôpitaux qui avaient déjà commandé, je vous assure, des bracelets pour les mettre aux usagers. Pourquoi c'est pas bien ? Pourquoi c'est pas bien ? Ça n'est pas bien parce que ça ne correspond pas justement. Il faut parler à la personne. Il faut lui expliquer ce qui se passe. C'est pas un bracelet électronique. Il peut se sauver avec un bracelet électronique. Il peut se couper le pied pour enlever le bracelet. Pardonnez ma question naïve, mais est-ce qu'un malade mental peut toujours comprendre ce qu'on lui dit ? Mais bien sûr, il y a un petit moment, il y a un petit morceau de raison à qui on peut s'adresser. Et si vous s'adressez à ce morceau de raison qu'il y a dans tout dysfonctionnement d'une personne en souffrance psychique, vous la recadrez et elle va vous répondre. C'est pour ça qu'il faut de l'humain, il faut vraiment une attention. Bernard Debré. Encore une fois, le discours d'Anthony, et j'y adhère pour une partie, une grande partie. Le discours d'Anthony était une demande formulée et par des infirmiers psychiatriques et par un certain nombre de psychiatres en disant « nous avons un problème au niveau de l'hospitalisation et de l'enfermement. Il n'y a pas assez de chambres d'UMD. » Vous l'avez dit vous-même, il n'y en a pas assez. C'était la demande fondamentale. Et ce discours a été fait dans un hôpital pour répondre à une demande qui avait été formulée, et formulée fortement. Demande de crédit qui ont été donnés, est-ce qu'ils ont été donnés à la fin, j'en sais rien, vraisemblablement. Demande d'un plan à l'intérieur. Tout le monde disait tout à l'heure, il faut rénover les hôpitaux psychiatriques, il faut du personnel. C'était une des réponses. Et c'est une des réponses relativement importantes. Quant au bracelet, ben évidemment, on ne va pas mettre tous les psychiatriques avec un bracelet quand ils sortent. Mais dans des cas peut-être très peu importants, c'est pas complètement inutile. Ne jouons pas l'angélisme absolu. Regardez tout à l'heure cet homme qui le disait lui-même, il ne faut pas être angélique. Alors, ça peut être la pire des choses, mais ça peut quelquefois, dans un petit nombre de cas, être important. Revenons à ce que disait Claude Finkelstein, qui est très important. Les homicides. Sur 1000 homicides et tentatives d'homicide, on en attribue une cinquantaine. Alors, on peut discuter sur les chiffres. Certains disent une vingtaine à des malades mentaux et exclusivement à la maladie mentale. Mais elle dit aussi, ceux-là, on ne les comprend pas. Alors, ils font plus peur que les autres, peut-être. Absolument. Et c'est ça que je voudrais développer. Et sur ces 50, les 2 tiers touchent la famille. Donc, c'est seulement un tiers. Donc, il y a à peu près 17 à 20 crimes commis par des malades mentaux sur des tiers qui paraissent totalement absurdes. On les comprend pas. C'est pas la jalousie, c'est pas la cupidité, c'est pas la veulerie, c'est pas l'orgueil blessé. On ne les comprend pas. Et effectivement, ils frappent l'opinion publique. Et ils frappent tellement l'opinion publique qu'on peut dire beaucoup de bêtises. Par exemple, par rapport aux pousseurs du métro. En 1985, ma collègue Valérie Monreno faisait un travail sur les pousseurs du métro. Je peux vous dire que c'est pas du tout un phénomène nouveau. Et toutes ces analyses qui ont été faites sur les liens entre la déliquescence de la psychiatrie et ce phénomène, à mon avis, tombent de même. Ça, personne n'a dit ça aujourd'hui. Un petit peu de recul. Quant au bracelet électronique, autant, si vous voulez, c'est une mesure tout à fait intéressante pour les délinquants sexuels, autant les malades mentaux qui délirent, qui ont l'impression... Effectivement, comme le dit Claude Finkelstein, un certain nombre d'entre eux préféreront, plutôt que d'être suivis partout, préféreront s'automutiler plutôt que d'avoir... Ne généralisons pas. Les bracelets, malades sexuels, Alzheimer, tout à fait. Et dans un très petit nombre de cas, il n'est pas impossible aussi que les malades psychiatriques puissent le demander. Ils peuvent le demander. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est le généraliser. Écoutez, j'en ai vu un certain nombre, et il y en a un très petit nombre qui disent, écoutez... Non, mais on va pas non plus s'étendre trop sur les bracelets électroniques. Il y en a qui disent, j'ai peur de recommencer, aidez-moi. Aidez-moi. Pas avec un bracelet. Jean-Luc Séninger. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Jean-Luc Séninger, vous avez le sentiment qu'il y a un équilibre qui est en train de se nouer sur la psychiatrie entre la sécurité et puis les moyens, le reste?
On va effectivement dans le bon sens depuis quelques années, après, je dirais, 20 à 30 ans d'errement. Au sens où, quand j'ai lu le discours d'Anthony, ma première réaction, ça a été de dire, finalement, il n'y a rien de neuf sur la planète, puisque depuis les années 80, 81, 82, 83, on nous a imposé une diminution du nombre de lits d'UMD. Une diminution tout à fait équivalente à l'augmentation qu'on préconise maintenant. D'autre part, étaient préconisées ces unités fermées dans chaque établissement ou à un niveau départemental pour prendre en charge ces malades dangereux. Ce qui était visé là, c'était un dispositif global, national, cohérent sur le problème très très particulier. 5% des malades mentaux. Mais il fallait le faire. Ce qu'on a fait, par contre, c'était tout focaliser sur la majorité des malades mentaux avec des soins surtout à l'extérieur. C'est très bien. C'est très bien d'être soigné à la maison, mais c'est pas bien pour des malades violents ou violents par moment. On a compris qu'il fallait les deux. On a compris qu'il fallait les deux. Pardon, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais laisser le mot de la fin à Jean-Michel Toulouse sur ce sujet. Est-ce que la politique globale de la psychiatrie va dans le bon sens aujourd'hui? Écoutez, moi, en tant que directeur soumis à l'obligation de réserve, c'est sûrement pas moi qui vais donner tort à Monsieur le Président de la République. Simplement, si vous me le permettez. Faut-il 3 ou 4 unités pour malades difficiles telles que nous le propose Madame la Ministre? Moi je dis oui, pour les raisons qui ont été évoquées. Faut-il des unités d'hospitalisation spécialement aménagées? Je dis oui. Faut-il des unités d'hospitalisation sécurisées, interrégionales ou régionales pour les malades sans être pénaux, qui peuvent être dangereux, ou des malades difficiles, agités? Et vous avez bien vu que dans certains de nos établissements, nous n'avons pas forcément toujours les moyens de nous occuper d'eux comme il le faudrait. Je dis oui. Ceci étant dit, donc moi je vais dans le sens du discours d'Anthony. Ceci étant dit, il ne faut pas déconnecter le dispositif intra-hospitalier et le dispositif extra-hospitalier. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Venez nous dire ce que vous en pensez sur le site france2.fr. Voilà, c'était la dernière enquête des infiltrés cette saison. Nous avons été très heureux de vous les présenter. Vous l'avez lu, entendu. Ça n'a pas été parfois sans grincement de dents ou sans polémique. C'est normal. La vérité n'est pas toujours douce à entendre, mais ça n'entame en rien notre envie, notre détermination. Nous espérons donc vous retrouver très bientôt. Merci à Guylaine Loquet, à Laurent Richard, à Hervé Chabalier. Merci à Philippe Lallemand et à toutes ses équipes qui réalisent cette émission. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée.